Bonjour ou bonsoir, chers participants, selon votre lieu de résidence. Bienvenue à ce troisième webinaire de la Fondation AO Alliance qui va traiter des traitements des fractures de la cheville dans les pays à faible revenu. Alors, ce web séminaire sera présenté par moi-même, Patrick Dakouré. Je suis chirurgien orthopédiste. Je travaille au centre hospitalier universitaire Soro Sano à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Durant les prochaines 60 minutes, nous allons aborder plusieurs éléments. D'abord, nous vous présenterons la Fondation AO Alliance, puis nous allons aborder le vif du sujet, c'est-à-dire le traitement des fractures de la cheville dans les pays à faible revenu, que nous abrégeons en PFR. Suivra ensuite une période de questions et de réponses en direct. Et avant de terminer, il y aura un chat hors ligne pour répondre aux questions dont qu'on n'aura pas pu aborder durant la phase en direct. Je suis accompagné pour la modération par le docteur Flora Anissé Lekina. Anissé, tu as la parole. Merci Patrick. Je vous salue aussi, chers participants, et je vais assurer la modération de ce webinaire. Je m'appelle Lekina Florent. Je suis chirurgien généraliste à l'hôpital général de Yaoundé. Mon rôle lors de ce webinaire est de collecter les questions que vous allez nous adresser et les transmettre à Patrick qui pourra nous donner des réponses à nous tous. Sur ce, je vais repasser la parole à Patrick pour qu'il continue. Merci Anissé. Alors, la Fondation AO Alliance est une fondation nouvelle à but non lucratif qui est dirigée par des chirurgiens dont l'objectif principal est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des fractures et des handicaps chez les sujets vivant dans les pays à faible revenu. Cette fondation va agir pour atteindre ces objectifs en participant et en développant des enseignements et des formations dans ces pays-là, également en finançant des projets de grande envergure dans ces pays aux ressources limitées. L'objectif de cette fondation étant d'améliorer la prise en charge des fractures et des handicaps dans les pays à faible revenu, elle va agir dans ce sens en utilisant les ressources locales. Donc, les enseignements seront faits par du personnel local et l'enseignement se fait également sur le territoire concerné. Abordons maintenant notre sujet du jour, c'est-à-dire le traitement des fractures de la cheville dans les pays à faible revenu. La prise en charge des fractures de la cheville dans les pays à faible revenu se fait presque toujours dans un contexte assez difficile. L'un des principaux problèmes liés au traitement de ces fractures dans les pays à faible revenu est celui de la présentation tardive du patient en vue du traitement. Nous savons bien que nos patients nous viennent très souvent plusieurs jours après la survenue du traumatisme, généralement après avoir été pris en charge initialement en médecine traditionnelle. Ce qui fait que la prise en charge initiale n'est pas toujours adéquate, les patients nous arrivant non seulement tardivement, mais souvent avec des complications déjà en cours. L'objectif, ou plutôt les objectifs de cet enseignement du jour sont les suivants. Vous devez être capable à la fin de comprendre les écueils du traumatisme de la cheville et leur capacité à entraîner des résultats médiocres. Vous devez être capable de décrire et d'appliquer le traitement chirurgical approprié des fractures de la cheville. Il faut également insister
sur le fait que le traitement non chirurgical des fractures de la cheville nécessite un suivi étroit pour identifier la perte de réduction. Il est également important d'informer clairement le patient et sa famille du plan de traitement et des résultats attendus. Pour atteindre ces objectifs, notre présentation va s'articuler autour du programme suivant. Dans un premier temps, nous allons faire un rappel anatomique, puis suivra la présentation des différentes lésions possibles et leur classification. Nous aborderons ensuite l'évaluation radiologique des fractures de la cheville. Suivra l'énoncé des principes du traitement de ces fractures et nous allons à la fin évoquer les difficultés rencontrées dans les pays à faible revenu. Tout d'abord, le rappel anatomique qui est absolument nécessaire pour comprendre les lésions et bien sûr envisager le traitement afin d'éviter les complications. La cheville est une articulation bien emboîtée qui a un seul degré de liberté. C'est une articulation qui est superficielle sous la peau et donc la peau peut être facilement lésée au cours des déplacements des pièces osseuses en présence. Effectivement, les pièces osseuses en présence sont de différents ordres et elles sont solidarisées par de puissants ligaments. On peut décrire la cheville en la divisant en 4 compartiments. Le compartiment médial qui va présenter une saillie osseuse qui est la malléole interne, la malléole du tibia, sur laquelle s'insère le ligament deltoïdien. Le ligament deltoïdien qui se porte en bas et en avant et en arrière en éventail. C'est un ligament qui va stabiliser la partie médiale de la cheville. Nous avons également le compartiment latéral. Ce compartiment latéral présente la malléole externe, qui est la partie la plus basse du péroné ou fibula. Cette malléole externe étant solidarisée à la partie distale du tibia, par des ligaments qu'on va voir plus loin. Et on a sur la face latérale le ligament latéral externe. Ce ligament se divise en 3 faisceaux. Un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur que nous pouvons voir ici. Le faisceau postérieur du ligament latéral externe. Le compartiment antérieur de la cheville va présenter sur la face antérieure de l'extrémité distale du tibia une voussure, le tubercule antérieur. Le tubercule antérieur donnant insertion au ligament tibio-fibulaire distal participant à la constitution de la syndesmose, qu'on va décrire encore plus loin. Vous avez également le compartiment postérieur où l'extrémité distale du tibia présente un renflement, une saillie osseuse qu'on appelle la troisième malléole ou la malléole postérieure de Desto. La fibula et le tibia sont unis en arrière par le ligament syndesmotique postérieur, le ligament tibio-fibulaire postérieur. Il faut retenir que la cheville est très emboîtée par le fait que la fibula, le péroné, et le tibia sont fortement unis à leur partie distale, le péroné étant encastré dans une incisure, c'est-à-dire une dépression de la face latérale du tibia, et va former ce qu'on appelle la syndesmose tibio-fibulaire. Cette syndesmose est solidement attachée par des ligaments, le ligament antérieur, le ligament postérieur, et nous avons à l'intérieur le ligament intertibio-fibulaire
qui va se poursuivre en haut avec la membrane interosseuse. La stabilité de la cheville en dehors des ligaments collatéraux est assurée bien sûr par cette syndesmose. Lorsqu'elle est rompue, il y aura une perte de la stabilité. L'astragale ou talus ne pourra plus être centré dans la pince malléolaire ou mortaise tibio-fibulaire. La mortaise tibio-fibulaire étant constituée par la jonction entre le tibia et la fibula au niveau distal. Si cette syndesmose est rompue, le talus va balloter et il ne pourra plus transmettre les forces provenant de la jambe vers le pied. Et à la longue, il y aura une usure du cartilage articulaire et donc la survenue d'une arthrose. Après ce rappel anatomique qui nous permet de comprendre l'enjeu au niveau des lésions anatomopathologiques, nous allons présenter justement les différentes lésions possibles au cours des traumatismes de la cheville entraînant une fracture. Les fractures de la cheville surviennent dans différentes circonstances. Le plus souvent, un accident domestique, un accident de la circulation routière, un accident de sport, voire un accident de travail. Comment la cheville va se fracturer? 3 mécanismes sont incriminés. Il s'agit de la compression axiale, qui se voit très souvent quand on fait une chute de hauteur, de lieu élevé, ou bien, dans la majorité des cas, il s'agira d'une torsion de la cheville, se faisant en inversion ou en éversion. Ces mécanismes seront donc à l'origine soit d'une fracture de l'extrémité distale du tibia, entraînant un réfracte avec atteinte du plafond de la mortaise tibio-fibulaire. On parlera en ce moment de fracture du pilon tibial. La solution de continuité peut concerner les joues latérales de la mortaise tibio-fibulaire, l'une ou l'autre, ou les deux à la fois. Il s'agit des fractures malléolaires qui vont déstabiliser l'appareil de sustentation, entraînant des conséquences pour la station debout et voire la marche. Au cours des fractures de la cheville, des lésions des éléments de fixité peuvent survenir et il faut toujours les rechercher de façon systématique. Ces lésions, généralement, sont à l'origine d'une instabilité de la cheville. Il s'agit des lésions de la syndesmose. La syndesmose tibio-fibulaire peut être ouverte. Le ligament médial peut être lésé, déchiré, rompu, ce qui va autoriser un déplacement important du talus. Et le talus se comporterait ici comme l'agent vulnérant, fracturant la malléole latérale et ouvrant la syndesmose. On appréciera donc l'écart interfragmentaire qui peut être très important au niveau de la syndesmose. Et pour bien comprendre ces lésions, on voit bien que pour que la fibula et le tibia s'éloignent l'un de l'autre, il faut qu'il y ait une rupture des ligaments syndesmotiques et même des ligaments latéraux. Et cette lésion étant la lésion la plus grave au cours des fractures de la cheville, elle doit être traitée chirurgicalement. Les fractures de la cheville, notamment du pilon tibial, sont classées selon l'Association pour l'étude de l'ostéosynthèse en 3 grands groupes. Les fractures extra-articulaires, les lésions de type A, les fractures parcellaires, partiellement articulaires, et les fractures complètes, ce sont les lésions de type B. Pour ce qui est des fractures de la cheville, les fractures malléolaires,
L'Association pour l'étude de l'ostéosynthèse a repris la classification de Danis et Weber et l'a complétée. Danis et Weber, et avec là-haut, ont classé les fractures en 3 groupes de gravité croissante. Ici, nous allons aller du bas vers le haut. Les lésions de type A sont les lésions qui siègent sous la syndesmose. On voit bien là. La syndesmose n'étant pas touchée, elles sont relativement stables, ces fractures. Les lésions type B sont celles qui siègent à hauteur de la syndesmose. Il peut y avoir une rupture du ligament tibiofibulaire antérieur. Et les lésions les plus graves, ce sont celles qui sont au-dessus de la syndesmose. Ça suppose que le trait de fracture, la force vulnérable va rompre tous les ligaments ici. Et donc, le principe qui est retenu, c'est que la fracture qui siège sur la fibula est celle qui va permettre de déterminer la classification, donc de décrire cette classification. Quand on regarde ces clichés radiographiques, on voit bien sur cette première radiographie de face de la cheville une fracture infrasindesmotique, donc une fracture sous-tuberculaire, c'est la lésion type A. Une lésion type B où on a un déplacement du talus en dehors, une fracture de la malléole médiale et de la malléole latérale avec une petite ouverture de la syndesmose. Mais là, la fibula reste quand même attachée au tibia. La lésion la plus avancée, c'est la lésion type C, une fracture suprasyndesmotique où on a une ouverture de la syndesmose et une luxation tibiotalienne latérale avec une diastasis tibiotalienne importante. C'est le stade le plus grave. Après la description de ces fractures, nous allons voir comment évaluer les lésions sur le plan radiologique. Cela suppose qu'on a fait un examen clinique adéquat et on va aller plus loin maintenant pour voir sur le plan radiologique les lésions. Il faut 3 incidences radiographiques pour étudier une fracture de la cheville. Les 2 principales incidences sont les incidences orthogonales, le cliché de face de la cheville ainsi que le profil. Et il faut savoir demander l'incidence de mortaise. Dans certaines circonstances, ces 3 incidences radiographiques de radiographie standard ne sont pas suffisantes et on pourra s'aider d'une tomodensitométrie, voire d'autres examens d'imagerie médicale. L'objectif de ces images, de ces radiographies, c'est de rechercher des fractures au niveau des malléoles, ne pas oublier la malléole postérieure, c'est de rechercher un déplacement du talus ou astragale qui témoigne très souvent de lésions ligamentaires importantes au niveau médial et au niveau tibiofibulaire, notamment la syndesmose. Et bien sûr, donc, rechercher un diastasis au niveau de cette syndesmose. Le diastasis voulant dire une ouverture de la syndesmose. Sur ces images radiographiques, on voit sur les clichés de face des éléments qui nous permettent d'interpréter et d'analyser. Il faut toujours voir sur un cliché de face de la cheville l'empiètement que la fibula va avoir par rapport au tubercule antérieur. Cet empiètement est de l'ordre de 10 mm. Lorsque l'empiètement est réduit, ça veut dire qu'il y a un souci, il y a certainement une diastasis. Le tubercule postérieur également étant moins caché par la fibula, la distance entre les deux est de l'ordre de 3 à 4 mm. Lorsque cette distance est augmentée, ça veut dire qu'il y a certainement un déplacement et donc une diastasis. Le cliché de profil a un intérêt pour mettre en évidence les fractures de la marge postérieure, donc les fractures de la malléole postérieure, sinon les fractures de la fibula qui siègent dans le plan frontal. Il faut également, sur le cliché de face, analyser les surfaces articulaires qui doivent être bien congruentes. Et la congruence articulaire est de 2 mm, l'épaisseur, l'interligne articulaire est de 2 mm et doit être régulière. Il faut que le plafond de la mortaise et
partie supérieure du dôme du talus soit parallèle. Là, je m'en vais vous poser la première question de cette présentation. Pourquoi la vue de la mortaise est-elle si importante? Vous avez 5 propositions et on vous laisse quelques secondes pour pouvoir noter votre réponse. Voilà, le vote étant terminé. Alors, félicitations, nous voyons que tout le monde, tous ceux qui ont participé, ont trouvé la bonne réponse. En effet, la radiographie de la cheville en incidence de mortaise permet de voir la mortaise tibio-fibulaire. Donc, l'espace articulaire tibio-astragalien est normalement de largeur égale partout. Et ça, c'est important pour analyser et rechercher une lésion de la syndesmose. Donc, cette incidence correspond à un cliché de face de la cheville, le membre inférieur étant placé en rotation médiale de 15 à 20 degrés. Pourquoi? Parce que la fibula est placée latéralement et en arrière par rapport au talus. Le talus n'ayant pas son axe également bien centré par rapport à l'axe de la cheville. Ce qui fait que quand on fait une radiographie de la cheville de face, habituellement, l'interligne articulaire est cachée. Et le cliché en incidence de mortaise permet de dérouler le talus et bien d'écarter la fibula et de bien visualiser l'interligne articulaire au niveau de la mortaise, ce qui permet de rechercher une diastasis tibio-fibulaire. Lorsqu'il y a une diastasis, cela veut dire qu'il y a une déchirure des ligaments qui va entraîner un élargissement de la mortaise. Les radiographies doivent être examinées très minutieusement parce que dans certaines situations en cliché de face, l'écart interfragmentaire n'est pas toujours bien visible. Il faut le cliché de mortaise, l'incidence de mortaise pour bien visualiser la lésion. En l'absence de traitement, ce genre de lésion va évoluer vers l'arthrose et donc le patient ne sera pas satisfait de la prise en charge. À cette étape, je vous rappelle que ce web séminaire est interactif et vous pouvez poser à toutes les étapes vos questions. C'est d'ailleurs plus intéressant de les poser dès à présent pour qu'on puisse en discuter à la fin de la présentation. Abordons maintenant le 4e point de notre présentation. Il s'agit des principes du traitement des fractures de la cheville. Là-haut, vous propose un algorithme. En effet, devant toute cheville enflée, plus ou moins déformée, il faut bien sûr commencer par bien interroger le patient, faire un examen clinique minutieux. Les premiers gestes sont toujours la réaxation de la cheville. Ne jamais laisser une cheville déformée, désaxée, telle qu'elle, surtout pour faire une radiographie. Pourquoi? Parce que le déplacement important va agir sur les parties molles. Vous savez bien que la cheville est une articulation sous-cutanée. La région de la cheville est pauvre en muscles, pratiquement, il n'y a pas de muscles, il n'y a que des tendons et des os. Et donc, tout déplacement fracturaire va agir sur les parties molles et entraîner des dégâts cutanés, voire vasculaires ou nerveux. Il faut toujours immobiliser de façon provisoire avant d'adresser le patient au service de radiologie. Cette immobilisation
utilisera une attelle curopédieuse, la cheville à 90 degrés. La surélévation du membre est très importante. Le patient étant revenu du service de radio, il ne faut pas le laisser tel quel. Mettez toujours un coussin sous la cheville, ce qui permet d'éviter l'œdème post-traumatique. L'œdème post-traumatique étant très souvent délétère pour la pratique de la chirurgie et même la pose d'un plâtre circulaire en urgence. N'oubliez pas de soulager le patient de sa douleur en lui administrant un traitement antalgique par voie parentérale. Les radiographies ayant été demandées, il s'agira toujours d'une incidence de face et de profil de la cheville, parfois complétée par une incidence de mortaise. Bien sûr, si cela ne suffit pas, vous pourrez demander d'autres types d'images radiologiques. Le patient sera ensuite transféré après avoir été préparé. Le transfert se faisant dans un centre où on sait que la prise en charge sera nettement meilleure que celle où on exerce. Si ce transfert n'est pas nécessaire, la prise en charge va être orthopédique ou chirurgicale. Dans tous les cas, sans attendre, il faut toujours essayer de réaxer la cheville, même si c'est de façon grossière. Ce n'est pas une réduction anatomique, c'est juste pour éviter la souffrance cutanée et bien sûr les lésions chondrales au niveau des surfaces articulaires. Cela doit se faire bien sûr sous sédation saine. Ne pas oublier d'immobiliser la cheville dans une attelle grillagée ou une attelle plâtrée curopédieuse. Mais toujours réexaminer le patient dans les heures qui suivent, surtout après la réduction, pour rechercher des troubles neurologiques ou vasculaires. Bien examiner les radiographies post-réduction également. Décider si cela suffit ou pas. Après la réduction, le cliché peut permettre d'interpréter toutes les lésions et si on n'est pas satisfait, on peut passer à des images, des examens d'imagerie beaucoup plus sophistiqués, si c'est disponible. Ne pas oublier de surélever, de stabiliser la cheville et prescrire un traitement antalgique. Le traitement anticoagulant doit être de rigueur chaque fois qu'on immobilise la cheville, surtout chez les patients adultes, âgés et obèses. L'objectif de la réduction, dans le cas des fractures de la cheville, c'est de rétablir la congruence articulaire. Pour rétablir la congruence articulaire, un élément principal, capital, c'est la fibula, dont il faut redonner la longueur et bien sûr l'axe. Donc il faut tenir compte de la longueur et de la rotation, ce qui permet de restituer la congruence articulaire. Après cette réduction, la radiographie permet d'analyser un certain nombre d'éléments. On va apprécier l'interligne articulaire et l'empiètement de la fibula au niveau des tubercules tibiaux. Et si on n'est pas satisfait, chaque fois qu'il y a une impression d'écart au niveau de la syndesmose, il est nécessaire de demander une radiographie de la cheville contralatérale, c'est-à-dire la cheville saine, pour pouvoir comparer et bien sûr faire le diagnostic lésionnel le plus approprié. La radio de contrôle permet bien sûr de vérifier qu'on a restitué la congruence articulaire. Et des éléments de preuve existent. Vous avez au niveau de l'extrémité distale de la fibula, donc la malléole, un bec qui se situe à hauteur du plafond de la mortaise et qui va faire continuer la surface articulaire tibiale avec la surface articulaire malléolaire externe. Il y a donc une ligne courbe régulière que nous voyons ici en pointillé. Lorsqu'elle est bien régulière, cela témoigne d'une congruence articulaire parfaite. Pour le traitement chirurgical des fractures de la cheville, les indications sont bien précises. On traitera chirurgicalement les fractures articulaires, les fractures déplacées, les fractures
instables et les fractures malléolaires de type B et C. Bien sûr, chaque fois que la situation le permet, c'est-à-dire chaque fois que l'état des tissus mous est favorable à l'intervention chirurgicale. Comment procéder pour le traitement chirurgical des fractures de la cheville? Il faut bien sûr planifier l'intervention. La planification opératoire va se faire de façon gratuite. Il faut bien sûr préparer le malade, le moment de l'intervention chirurgicale étant précisé selon différents éléments. Le premier élément à prendre en compte, c'est le patient lui-même, dont plusieurs antécédents peuvent intervenir dans le choix du moment à opérer. L'état des tissus mous également est un facteur de décision. S'il y a des lésions cutanées, l'intervention sera éventuellement différée. L'installation du patient se fait en décubitus dorsal. Toujours placer un bio sous la fesse homolatérale à la cheville à opérer. Parfois, un autre bio sera nécessaire sous la cheville à opérer. La pose d'un garrot pneumatique est utile pour pouvoir opérer à foyer ouvert sur une cheville qui est exsangue et pouvoir repérer les lésions et les traiter suffisamment comme il faut. Les voies d'abord et la technique de réduction se feront selon le type de fracture qu'on a. Ne jamais oublier que dans notre contexte, nous n'avons pas toujours les implants adaptés aux lésions à traiter et cela nécessite une préparation préopératoire du matériel chirurgical, l'instrumentation et les implants et toujours prévoir, pourquoi pas, un plan B par rapport à la première indication. Lorsqu'on pose des implants au niveau de la cheville, il faut toujours se débrouiller pour que ces implants ne passent pas saillir sous la peau. Ils peuvent irriter la peau, ils peuvent parfois être extériorisés après avoir entraîné une nécrose cutanée. Par exemple, les broches qu'on va utiliser pour stabiliser les foyers de fracture doivent être recourbées et enfouies sous la peau dans les parties molles pour éviter la saillie sous-cutanée et donc des lésions cutanées secondaires. Les voies d'abord, comme nous l'avons dit, sont variables. Au niveau du compartiment médial, on peut utiliser une voie postérieure, rétromalléolaire ou une voie antérieure. Et au niveau du compartiment latéral, on utilisera très souvent une voie postéro-latérale en arrière de la fibula pour éviter les formations nerveuses. Le traitement des fractures du pylône tibial obéit à des règles. Et dans notre contexte de pays à faible revenu, il faut faire un choix. Ainsi, nous vous présentons notre deuxième question. Quel serait votre traitement devant cette fracture que vous voyez sur la radiographie dans un pays à faible revenu? Vous avez quelques secondes pour répondre. Merci. Alors, nous avons les statistiques qui s'affichent ici. 50% d'entre vous préfèrent l'utilisation du fixateur externe en triangulation et 21% la traction transcalcalienne. Bien sûr, il faut toujours privilégier le traitement le moins invasif. Faites un choix selon les ressources dont vous disposez de fixer ces fractures du pylône tibial en ouvrant le moins possible le foyer de fracture. Parce que vous savez très bien que le revêtement cutané à cet endroit est très mal vascularisé. Les structures osseuses sont à même la peau et chaque fois qu'on va ouvrir dans un contexte de traumatisme, on expose la peau à la nécrose, à la désunion des cicatrices
et donc à une infection et une exposition du matériel éventuellement s'il y a une ostéosynthèse interne qui est effectuée. La pose d'un fixateur externe en triangulation permet d'éviter ces complications cutanées secondaires et bien sûr permet une déambulation, une mobilisation précoce du membre. Pour ce qui est du traitement des fractures malléolaires, le principe veut qu'il faut rétablir la longueur et la rotation de la malléole externe et c'est le premier temps de l'intervention chirurgicale. Réduire toujours le foyer de fracture de la fibula à ciel ouvert, fixer de façon solide, de préférence par une plaque à eau. La plaque tiers-tube faisant très bien l'affaire, on peut utiliser une plaque de reconstruction ou une plaque malléolaire pour ceux qui sont les plus nantis. Le deuxième temps consistera à traiter les lésions associées. Les lésions du compartiment médial, notamment la fracture de la malléole médiale. Et chaque fois qu'il y a une lésion de la syndesmose, après avoir fixé la fibula, il faut tester la syndesmose. Avec un crochet, on va, après avoir fixé la fibula, tenter de la mobiliser, cette fibula, donc le péroné. Et s'il y a une mobilité importante au niveau de la syndesmose, il faut fixer la syndesmose en mettant une vis transversale 2 cm au moins au-dessus de l'interligne articulaire. C'est ce qu'on appelle une vis de syndesmodèse. Cette vis pourrait être retirée après le 3e mois post-opératoire. Lorsqu'on ne dispose pas des moyens dont on vient de parler, on peut utiliser des moyens de fortune, des broches, notamment un embrochage centromédulaire de la fibula, avec une broche à visée syndesmotique, et reconstruire la congruence articulaire par les mêmes procédés. Vous savez bien qu'un tel procédé ne permet pas une fixation solide du foyer de fracture et nécessitera donc une contention secondaire, complémentaire. Donc, dans la mesure du possible, il faut éviter ce type d'ostéosynthèse. Il faut toujours faire une ostéosynthèse la plus stable, la plus solide possible. Pour ce qui est des situations où on ne peut pas faire une ostéosynthèse interne, on va s'aider d'une exofixation ou de la mise en place d'un clou de Steinmann en transplantaire, ce qui permet de stabiliser provisoirement la cheville avant que l'ostéosynthèse puisse se faire. Comment choisir pour ce qui est du moment de l'intervention? L'intervention chirurgicale sera faite précocement dans toutes les situations où le patient est vu tôt, avec une fracture déplacée ou une fracture ouverte. Dans les cas où vous avez des lésions de ce genre au niveau cutané, des flictènes, un hématome très important, la peau qui ressemble à une pelure d'orange, il faut différer l'intervention, le temps que les lésions cutanées cicatrisent. Comment choisir pour ce qui est des indications chirurgicales? Les fractures non déplacées, les fractures stables, en cas d'absence d'atteinte du ligament collatéral médial, lorsqu'il y a des contre-indications à la chirurgie, on va opter pour le traitement non chirurgical, c'est-à-dire le traitement orthopédique avec une botte plâtrée, sinon un plâtre cruropédieux circulaire. Nous allons aborder maintenant les difficultés rencontrées dans les pays à faible revenu, dans la prise en charge de ces fractures. Elles sont diverses. Le comportement socio-culturel peut être un obstacle au traitement. Il se peut que l'équipement technique de votre établissement soit très basique, pas de radiographie ou d'amplificateur de brillance, ou pas de matériel d'ostéosynthèse. Les ressources financières sont habituellement réduites. Les patients se présentent tardivement, le traitement antérieur n'étant pas toujours adéquat, et ne pas oublier qu'il se peut que le patient ne revienne jamais. D'où la nécessité de toujours faire un traitement le plus adéquat possible en première intention. Nous allons vous présenter un cas provenant d'un pays à faible revenu pour nous permettre de discuter de la prise en charge de ces fractures.
Il s'agit d'une infirmière de 35 ans qui s'est tordu la cheville en descendant les escaliers. Sur les clichés de face et de profil de la cheville, nous voyons une lésion particulière. Alors, nous vous demandons ici d'observer de près qu'est-ce que vous avez comme lésion. Ici, donc, vous avez 5 propositions. Nous vous demandons de choisir la bonne. Vous avez quelques secondes pour répondre. Très bien. Alors, 73% d'entre vous ont retenu comme diagnostic la fracture bimalléolaire associée à une luxation de la cheville. Et 20% d'entre vous ont proposé une fracture du pylône tibial et des 2 malléoles. C'est vrai que l'interprétation de ce cliché n'est pas tout à fait aisée, mais il faut noter qu'il y a une fracture de la malléole qui empiète un peu sur le pylône tibial, mais ça reste quand même une fracture malléolaire remontant très haut. Il y a une grosse luxation tibiotalienne. Le talus est parti complètement en dedans. Et il y a une fracture de la malléole externe sous-tuberculaire. Donc, c'est une fracture, luxation de la cheville. Si on veut la classer selon les lésions malléolaires, c'est une lésion du type A de là-haut. Quand on regarde, cette lésion est extrêmement grave en allant au-delà de la classification. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte ici, c'est que cette fracture, luxation, ne devrait pas se voir sur le plan radiologique. On a dit qu'il faut toujours réduire la luxation en urgence. La fracture déplacée doit être réduite et c'est pas admissible de voir des lésions radiologiques de ce genre. Lorsqu'on réduit la fracture et qu'on la contient par un traitement orthopédique, on va obtenir ceci avec des radiographies de contrôle qui nous permettent de bien voir que les lésions sont suffisamment réduites, mais la fracture étant très déplacée, elle devait être traitée chirurgicalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des lésions qui ne sont pas accessibles au traitement orthopédique. La lésion non accessible au traitement orthopédique, c'est celle-là. On voit un enfoncement avec une marche d'escalier qu'il aurait fallu réduire suffisamment. Ici, nous voyons bien qu'il y a un renflement qui correspond à un défaut de réduction. Et donc, le traitement orthopédique a été malheureusement posé chez cette patiente du fait de l'incapacité d'acheter des implants. Et dans certains cas, vous savez qu'il n'y a pas de chirurgien, le bloc opératoire n'est pas disponible. Après cette première partie de présentation, nous allons aborder maintenant la deuxième partie de ce web séminaire par une série de questions-réponses en direct. Donc, vous avez la parole pour poser vos questions. Donc, je reviens à Dr Lekina pour nous faire le point sur les différentes questions posées par nos participants. Oui, Patrick, nous avons reçu beaucoup de questions et nous allons essayer de répondre à quelques-unes. Alors, l'une des premières questions que nous avons reçues est de savoir s'il est nécessaire de toujours avoir les 3 clichés de radiographie pour poser le diagnostic dans les fractures de la cheville. Merci pour cette question. Alors, il est toujours nécessaire d'avoir les 2 premières incidences, le cliché de face et de profil. Et on sait que cliniquement, on peut être attiré par la présence de lésions au niveau de la syndesmose. Si la fracture est très déplacée, ou si en comprimant la fibula et le tibia, on a une douleur au niveau de la syndesmose, cela suppose qu'il y a une lésion syndesmotique et l'incidence de syndesmose, l'incidence de mortaise pourra être demandée. Dans d'autres situations,
on peut, en examinant le genou, trouver une douleur au niveau de l'extrémité proximale de la fibula, notamment au niveau du col. Et si cette douleur est associée à une lésion au niveau du compartiment interne, il s'agit d'une fracture probable de Maisonneuve. D'où la nécessité de demander, dans ce cas, une radiographie du genou de face et de profil pour rechercher une fracture du col de la fibula. Alors, puis, nous avons reçu une question d'un participant qui veut savoir comment reconnaître qu'une incidence de la mortaise a été bien réalisée. Alors, l'incidence de la mortaise a pour but principal de dérouler l'interligne tibio-fibulaire, mais l'interligne de la mortaise surtout. C'est qui peut être vérifié par l'élément anatomique qu'on a donné, donc la ligne courbe qui est matérialisée par la continuité des surfaces articulaires tibiales, notamment le plafond de la mortaise, et la surface fibulaire qui sont continues. Et donc, cette incidence est de bonne qualité quand on a un déroulement de cette interligne articulaire dans les cas où la fracture est déjà réduite. Si la fracture n'est pas réduite, le fait de pouvoir voir l'interligne tibio-fibulaire au niveau de l'incisure ou l'interligne entre le talus et la fibula, cela témoigne qu'on a bien déroulé, on a bien mis la cheville en rotation médiale et donc l'incidence est de bonne qualité. Nous avons un participant du Malawi qui veut savoir comment on peut tester la diastasis au moment où le malade est en douleur. Alors, cet examen clinique doit toujours se faire après avoir soulagé le malade de sa douleur. Il faut toujours administrer un antalgique par voie parentérale et avec nos collègues anesthésistes, on peut très bien trouver la solution par rapport à la douleur à ce niveau. Ce n'est pas nécessaire d'aller au bloc opératoire pour le faire. Et donc, la manœuvre consiste pour la première à comprimer la fibula et le tibia ensemble au niveau de la partie distale de la jambe. S'il y a une lésion de la syndesmose, il y aura une douleur qui sera exacerbée. La deuxième solution, c'est de bloquer la cheville et de tenter de faire une rotation latérale du bloc pédieux. Donc, on va tenter de mobiliser le talus dans la mortaise et en sachant qu'en tournant, en faisant une rotation externe, le talus va s'appuyer sur la fibula et s'il y a une lésion de la syndesmose, il y aura une douleur provoquée. Mais bien sûr, ces manœuvres doivent toujours être faites après avoir appliqué un traitement contre la douleur et en le faisant de façon douce et prudente. Il ne faut pas s'acharner à le rechercher de façon clinique. Oui, Patrick, nous avons une question d'un participant qui veut savoir comment vous allez traiter un malade avec une fracture bimalléolaire de 3 mois ou plus. À quel moment allez-vous continuer à vouloir faire une ostéosynthèse et à partir de quel moment faut-il opter pour une fusion ou une arthrodèse? Alors, cette question est, je ne dirais pas difficile, mais elle est un peu vaste et on va essayer de la continuer. Vous avez différents types de fractures et ce n'est pas évident de donner une indication selon uniquement que le délai, le retard de présentation. Pour moi, ma vision est que à partir de 3 mois, il n'y a plus d'urgence. Il n'y a pas à s'acharner à vouloir corriger une fracture à 3 mois parce que le délai de consolidation de ces fractures est déjà atteint. Il faut surveiller jusqu'à 6 mois. Et si il y a une atteinte des surfaces articulaires et qu'il y a une perte de la congruence, on peut proposer une arthrodèse. Si les surfaces articulaires ne sont pas atteintes, si la congruence articulaire est conservée, la fracture est consolidée et en ce moment, on fait une ostéotomie de correction d'axe. Et il y a différentes techniques d'ostéotomie qu'on peut réaliser pour remettre la cheville dans l'axe qu'il faut. Voilà ce que je propose. Toujours dans la même direction, le même contexte de cette question, Guy Aristide du Cameroun veut savoir, dans notre contexte de pays en voie de développement à faible revenu, les chevilles, les patients sont souvent vus tardivement lorsqu'une fibrose s'est installée, compliquant la réduction
de la luxation tibio-astragalienne, qui est souvent associée. Est-ce que dans votre expérience, est-ce que vous avez une astuce devant ce cas de figure pour procéder à la réduction de la luxation? Alors, si on voit un patient au-delà d'un certain temps, la fibrose est déjà installée, on n'a pas d'autre choix que d'aborder le foyer de fracture et de luxation pour pouvoir réduire. Il est inadéquat et inopportun de tenter de réduire cette fracture-luxation à foyer fermé parce que la fibrose s'interpose au niveau articulaire et au niveau des fragments osseux fracturés et ce n'est quasiment pas possible de réduire. Dans ma pratique, chaque fois qu'il y a eu ces cas, nous avons procédé à un abord, selon les différents cas, un abord externe, puis un abord médial. Parfois un abord postérieur dans les cas de luxation postérieure très importante avec fracture du tubercule postérieur. Il faut ouvrir la cheville pour pouvoir réduire à ciel ouvert. Léonard du Malawi veut de nouveau savoir à quand faut-il décider de fixer la malléole postérieure? Quelles sont les indications? Alors, l'indication de la fixation de la malléole postérieure est bien précise. Chaque fois que vous avez une fracture entraînant un détachement d'un fragment postérieur, donc de la malléole postérieure, qui dépasse le tiers de la surface du tibia, la surface articulaire du tibia, la surface articulaire distale, je dis bien, il faut fixer. Donc, la fracture inférieure au tiers qui emporte un fragment osseux qui détache une surface articulaire inférieure au tiers de la surface totale ne nécessite pas une fixation chirurgicale. Il faut réduire, traiter les deux fractures de part et d'autre, donc malléole externe et malléole médiale, et généralement, l'évolution est favorable. Oui, Patrick. Pierre de Belgique veut savoir en quoi le fixateur externe en triangulation serait-il un traitement applicable en routine dans les pays à faible revenu. Et je vais coupler sa question à celle de Léonard qui demande si on peut traiter la fracture complexe de la cheville avec le fixateur externe comme traitement définitif. Alors, en Afrique et je dirais dans les pays à faible revenu, on observe souvent des patients qui viennent tardivement, déjà avec des lésions cutanées avancées ou des fractures qui ont déjà commencé à consolider. Et dans le pire des cas, c'est des fractures ouvertes qu'on reçoit, peut-être en urgence, mais des fractures extrêmement souillées. Donc, même pour ce qui est des fractures fermées, il est parfois utile, s'il y a des lésions cutanées qui ne permettent pas un traitement chirurgical adéquat, au lieu de poser un plâtre qui ne sera pas efficace, du fait de la présence de lésions cutanées, on peut utiliser une osséosynthèse par fixateur externe. En ce moment, le ligamentotaxis va permettre de réduire de façon adéquate, sinon en tout cas proche de l'anatomie, les foyers de fracture. Le fait de mettre la triangulation permet de contenir la cheville dans une position anatomique pour éviter l'équin résiduel qui est nocif pour la marche après. Ce traitement par fixateur externe peut être un traitement définitif, surtout dans notre pratique, dans notre contexte. Mais il faut faire très attention de bien surveiller l'évolution. Le patient doit être éduqué par rapport à l'entretien, aux soins locaux pour qu'il n'y ait pas d'infection au niveau des fiches du fixateur. Ce qui peut entraîner une osséite et faire perdre la valeur et l'intérêt de cette technique d'osséosynthèse. Quand les lésions cutanées ont cicatrisé, généralement, au bout de 3 semaines, cela est le cas. Pour les cas les plus favorables, on peut enlever le fixateur externe, qui n'est pas toujours bien toléré par les patients, et mettre un plâtre qui sera conservé jusqu'à 90 jours. Nous allons prendre encore une question de Côte d'Ivoire. Delors veut savoir s'il faut obligatoirement contenir la cheville dans un plâtre après une ostéosynthèse solide dans les fractures bimalléolaires. Et si oui, pendant combien de temps? Alors, nous sommes dans une école bien précise, celle de là-haut, qui veut que chaque fois qu'on fait le choix de traiter chirurgicalement un patient, notamment de faire une ostéosynthèse,
il faut que cette ostéosynthèse soit la plus solide possible. Donc, c'est le cas que vous présentez. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ait besoin d'une immobilisation, d'une contention complémentaire. Parce que l'ostéosynthèse a pour but de fixer le foyer de fracture de telle sorte à ce qu'on puisse commencer la rééducation précocement. Pas l'appui, mais la mobilisation de la cheville. Ce qui permet de restituer la fonction de la cheville. Et si on immobilise après une ostéosynthèse solide, c'est absurde. Donc, il ne faut pas le faire. Nous allons prendre la question de Kanora du Cambodge. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si la syndesmose est rétablie en péropératoire après une ostéosynthèse, si on n'a pas d'amplificateur de brillance ou de radio péropératoire? Comment faire? Est-ce qu'il y a une astuce pour savoir si c'est rétabli? Alors, l'astuce en péropératoire, après avoir fixé la fibula, l'ostéosynthèse fibulaire étant faite, de préférence avec une plaque à eau, on va s'aider d'un crochet qui est toujours présent dans les boîtes bien constituées d'ostéosynthèse. Mais si vous n'en avez pas, on peut utiliser un crochet de Lambert, sinon tout autre matériel, une pince à champ notamment, pour saisir la fibula et la mobiliser dans le plan frontal. Si en mobilisant la fibula, on arrive à avoir une mobilité au niveau de la syndesmose, c'est que les ligaments sont lésés et il faut en ce moment fixer la syndesmose. Si la mobilité n'est pas présente, c'est qu'on peut s'abstenir d'une ostéosynthèse complémentaire au niveau syndesmotique. Maintenant, il y a Guy Aristide du Cameroun qui veut savoir quelle vis il faut utiliser pour la syndesmose. Une vis 4-5 ou bien une vis 3-5. Il pense là au fait que les patients ne viennent pas au contrôle et reviennent souvent avec une vis cassée. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Merci à cet intervenant. C'est une question pertinente. Alors, classiquement, il est conseillé d'utiliser une vis acorticale de diamètre 4,5. Cette vis doit être bien placée pour qu'elle traverse à épaisseur égale la fibula pour ne pas la casser et qu'elle puisse être bien centrée au niveau du tibia. Cette vis est de diamètre suffisant pour ne pas casser lors de la mise en charge. Mais elle est grosse et elle n'est pas toujours facile à poser selon le type de fracture qu'on a, selon le type de matériel déjà posé avant l'ostéosynthèse de la syndesmose. Et donc, on peut parfois s'aider d'une vis à eau de diamètre 4. La vis de diamètre 3,5 étant insuffisante en termes d'épaisseur. Ok, Patrick, le temps nous faisant tout doucement défaut, je vais dire aux participants que nous allons continuer les réponses aux questions après la présentation et je te repasse la parole pour les mots de fin. Et Anissé? Alors, nous pouvons retenir après cette présentation et cette phase de questions que les fractures de la cheville sont courantes. Il faut établir à chaque fois un bon diagnostic dès le début. Il faut consulter précocement pour éviter l'évolution vers des complications et donc pour avoir un résultat réussi. L'évaluation clinique du patient doit être la plus minutieuse possible. La connaissance des clichés radiologiques normaux permet de détecter les lésions qui sont souvent oubliées. Les petites fractures peuvent entraîner de gros dégâts, de gros problèmes, donc il faut les prendre et les traiter suffisamment tôt. Il faut savoir poser la bonne indication en prenant en compte les facteurs socio-économiques. Même si vous n'avez pas de ressources, il est important de connaître la pathologie afin de traiter le patient de la manière la plus appropriée. Le traitement initial doit être autant que possible le traitement définitif parce qu'on n'est pas sûr de revoir le patient. Alors, chers participants, nous vous remercions d'avoir participé à cette formation en ligne qui a été possible grâce à l'AO Alliance et
tous les démembrements de l'AO Foundation. Nous remercions également le docteur Claude Martin. Nous vous rappelons que ce web séminaire est enregistré et sera disponible en ligne après cette séance. Vous êtes invité également à remplir le formulaire d'évaluation de cette séance de travail et nous espérons vous retrouver en avril 2017 pour le prochain webinaire qui va concerner les infections osseuses. Merci et au revoir.